toutes et à tous. Pour commencer, nous tenons à remercier avec l'ensemble des étudiants du Master 2, droit civil, protection des personnes vulnérables, l'espace de réflexion éthique de Normandie pour son invitation et sa confiance. Alors avant de commencer, vous avez pu entendre déjà quelques raisonnements juridiques dans les autres interventions. On va essayer de ne pas trop paraître répétitif, on va essayer d'en reprendre quelques-uns, de les peut-être éclaircir et de les appliquer par syllogisme au cas d'espèce. Donc cette vignette clinique, elle expose plusieurs problèmes juridiques qui sont liés aux droits et aux conditions de l'encadrement du don et de la greffe d'utérus. Pour introduire tout d'abord cette présentation, nous pouvons nous poser la question de savoir s'il existe en France un réel droit à avoir un enfant. Donc d'un côté, on a l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qui consacre le respect de la vie privée et familiale, mais cet article n'évoque pas explicitement le droit d'avoir un enfant. Dans une affaire Lanzmann contre France de 2019, il a été jugé par la Cour européenne des droits de l'homme que le droit de décider de quelle manière et à quel moment un individu souhaite devenir parent est un droit intransférable. Ainsi, la Cour juge qu'il n'y a pas le droit de devenir, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de garantie de droit à devenir un grand-parent. Aussi, en tenant compte du silence actuel de la loi française sur le sujet, il n'existerait alors pas de véritable droit à avoir un enfant. Jusqu'alors, nous pouvions déduire de l'adoption qu'il existait plutôt un droit pour l'enfant à avoir une famille et pas un droit pour les parents à avoir un enfant. Toutefois, le développement de nouvelles parentalités dans les discussions de bioéthique par l'ouverture de la PMA pour toutes, ainsi que les débats autour de l'ouverture de la GPA, pourrait indiquer une modification du droit dans un sens d'un droit à avoir un enfant. En France, il existe un cadre juridique pour le don et la greffe de certains organes du corps humain, mais il n'existe pas de législation spécifique qui prévoit et encadre le don en vue d'une greffe d'utérus spécifique. Il faut alors se demander si l'utérus est considéré comme un organe ou un produit du corps humain. Depuis les lois bioéthiques du 29 juillet 1994, qui ont introduit les terminologies produits et éléments du corps humain, aucune définition légale de l'organe ni du produit du corps humain n'a été précisée dans les textes. L'organe, c'est un composant des éléments du corps humain. L'Agence de biomédecine donne une définition de l'organe comme étant une partie du corps qui remplit une ou plusieurs fonctions bien déterminées. Il est généralement constitué de plusieurs tissus, organisés selon une structure complexe. Chaque organe est essentiel au bon fonctionnement de notre organisme. Les principaux organes sont le cœur, les reins, les poumons, le foie, le pancréas, les intestins. Le droit actuel indique que la liste des organes et produits du corps humain doit être dressée par décret du Conseil d'État. Toutefois, ce décret n'a jamais été publié. Certains arrêtés ont été pris ponctuellement, dont l'un du 2 août 2005 sur le prélèvement d'organes post-mortem qui vise au seul titre des organes, les reins, le pancréas, les poumons et le foie. Selon la doctrine, les éléments sont ceux constitutifs du corps et qui s'y trouvent depuis son origine, même s'ils se modifient et se régénèrent. Ils peuvent alors être greffés. Donc si une greffe est possible, il est alors souhaitable de préférer la qualification d'organe à celle de produit du corps humain. Sur l'admission en termes éthiques et juridiques d'un tel don d'utérus en vue d'une greffe, il semblerait que le don d'utérus puisse lui aussi répondre à une finalité thérapeutique afin de pallier l'impossibilité pour une femme de concevoir un enfant. Le don d'utérus est actuellement pratiqué dans le cadre de la procédure expérimentale connue sous le nom de transplantation utérine. Cette pratique a été réalisée sur des femmes qui sont nées sans utérus, des femmes qui ont subi une hystérectomie ou qui ont un utérus dysfonctionnel. En France, il y en a eu 3 qui ont abouti entre 2021 et 2023. Alors, pour commencer cet exposé, nous allons tout d'abord envisager le cadre juridique général du don d'organes, en commençant par la protection du corps humain par l'article 16-3 du Code civil. Alors, depuis les lois bioéthiques du 29 juillet 1994, le Code civil protège le corps humain en son article 16. La loi ne se contente pas de poser une seule protection relative au corps humain, elle insère un chapitre entier au sein du Code civil relatif à la protection accordée au corps humain. Il est garanti au corps, support de notre conscience, une protection durant la vie, mais aussi post-mortem. Cette protection s'inscrit dans une continuité de la garantie du respect de la dignité humaine, principe
fondateur et protecteur de notre société. En l'espèce, il apparaît ici nécessaire de conjuguer la protection du corps humain avec la nécessité médicale, réel tempérament du principe d'indisponibilité du corps humain. La nécessité médicale couvre un large champ d'action, tel est le cas des actes paracliniques ou encore des actes préventifs. Cette notion plus large permet de sortir du champ fermé de l'acte thérapeutique. Néanmoins, la jurisprudence se refuse à avoir une nécessité médicale si la personne n'a nul besoin de l'acte d'un point de vue médical. En ce sens, le tribunal de Paris, le 29 septembre 2000, a retenu la responsabilité du médecin qui a pratiqué une circoncision rituelle sans aucune nécessité médicale. Il est possible d'y voir deux conditions: le caractère justifié de l'intervention, eu égard à l'état de santé du patient et l'adaptabilité de l'intervention, celle-ci doit être conforme aux intérêts du patient, et avoir pour but une amélioration de son état de santé. Il est alors important de souvenir que la nécessité médicale est présente si une pathologie doit être soignée et que l'acte porte vers la guérison. Il apparaît nettement ici, à titre d'exemple, que la chirurgie esthétique de complaisance ne peut être vue comme un acte médicalement nécessaire. Ensuite, je vais aborder les conditions générales du don d'organes. Conditions qui sont régies par les articles L1231-1 à L1231-4 du Code de la santé publique et qui ont été appliquées par le protocole expérimental évoqué tout à l'heure. Donc plusieurs conditions sont à respecter. Première condition, le prélèvement d'organes en vue d'un don sur une personne vivante ne peut être fait que dans l'intérêt thérapeutique direct du receveur. L'intérêt thérapeutique d'autrui, c'est une notion qui peut être vue et entendue de deux manières. D'abord dans un sens collectif, avec un but d'intérêt général, ou dans un sens personnel, unique au receveur. Alors on peut voir cette notion comme un intérêt social, puisque l'avis de la haute autorité de santé, qui date du 10 juillet 2019, avait évoqué le fait que le don d'utérus présente un intérêt pour la santé publique. Donc ici on aurait un intérêt thérapeutique général, d'intérêt général. Et il peut être vu aussi comme un intérêt thérapeutique personnel, en ce que Lucie présente un syndrome médical, et donc on souhaiterait le soigner, et c'est aussi de sa volonté de vouloir un enfant, donc il y a un intérêt unique, personnel, et un intérêt général, les deux peuvent être pris en compte. La deuxième condition évoquée dans les textes, c'est que les personnes autorisées à faire un don, comme il a été dit tout à l'heure, doivent être les membres de la famille et de l'entourage du receveur. On vise dans les textes les ascendants, les descendants, les collatéraux, le conjoint, concubin qui apporte la preuve d'une vie commune d'au moins 2 ans avec le receveur, ou toute autre personne établissant la preuve d'un lien affectif, étroit et stable depuis au moins 2 ans. En cas d'incompatibilité entre le donneur et le receveur pendant l'impossible la greffe, il est possible de recourir à un don croisé d'organes avec une limitation à 6 paires de donneurs et receveurs consécutifs. Nous en parlerons un peu plus tard. Troisième condition évoquée par les textes, le donneur doit recevoir une information libre et éclairée par un comité de surveillance composé d'experts, information relative au prélèvement et aux risques encourus. Le donneur doit aussi consentir au don devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par celui-ci, et en cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République par tout moyen. Le consentement donné au don est révocable à tout moment et sans condition de forme. Alors, en l'espèce, Lucie ne peut pas porter d'enfant dans son utérus. Le don d'utérus apparaît alors comme une solution. Du côté de la nécessité médicale, ce don semble remplir la condition en ce qu'il vise à soigner ou porter vers la guérison d'une pathologie, le syndrome. S'agissant de l'intérêt thérapeutique d'autrui, il apparaît nettement que le don, sans danger ni gravité pour la donneuse, vise à rétablir une situation que la receveuse n'a pas, celle de pouvoir donner naissance à un enfant. Par analogie, si on accepte le don d'ovocytes, afin de permettre la maternité à une femme, le don d'utérus doit être possible et autorisé. Par conséquent, il ne semble donc y avoir aucun obstacle à la réalisation du don d'utérus par application des textes généraux et des conditions générales sur le don d'organes. Je laisse la parole à Émilie pour la suite de la présentation. Je remercie Jules pour cette présentation et poursuivons cette première partie avec les principes généraux applicables aux dons d'organes de manière générale.
Donc, il existe deux principes fondamentaux en matière de dons de produits ou d'éléments du corps humain, comme l'ont rappelé les étudiantes infirmières lors de la première intervention, en rappelant la loi KIAV qui a été abrogée par les lois bioéthiques, qui dispose qu'il y a d'une part le principe de gratuité qui permet de garantir une certaine équité à l'accès à ce don et d'éviter donc toute dérive commerciale. Et d'autre part, il y a le principe d'anonymat, mais il n'aurait pas vocation à s'appliquer ici en l'espèce, puisque nous sommes dans le cadre d'un don d'utérus et par principe ce don est intrafamilial. Ce qui nous amène donc à aborder le cœur de notre sujet dans une deuxième partie, le don et la greffe d'utérus, en se demandant si un texte spécial serait nécessaire ou bien si un renvoi législatif au don d'organes entre personnes vivantes suffirait. Dans cette seconde partie, nous nous questionnons tout d'abord sur les éventuelles conditions spéciales applicables à ce don. Un principe concernant le don d'organes entre personnes vivantes, le receveur doit être le fils ou la fille du donneur. Il s'agit bien donc de dons intrafamiliaux. Cependant, le législateur a introduit des dérogations à ce principe dans le Code de la santé publique, en autorisant donc d'autres personnes à donner leurs organes, comme évoqué précédemment. Donc, cette liste a déjà été évoquée plusieurs fois, mais ici elle doit être revue, puisque dans notre cas d'espèce, le donneur doit nécessairement être de sexe féminin. La notion d'une donneuse se pose donc ici, puisqu'il s'agit d'un don d'utérus. On peut alors nuancer cette liste. On imagine difficilement une petite fille donner son utérus à sa grand-mère ou à sa mère compte tenu des écarts d'âge. Et ensuite, une question éthique peut se poser à propos des personnes transgenres. Une personne qui est née biologiquement de sexe féminin ayant réalisé une transition médicale vers le sexe masculin, pourrait-elle donner son utérus? Et inversement, une personne qui est née biologiquement de sexe masculin ayant réalisé une transition médicale vers le sexe féminin, pourrait-elle se faire greffer un utérus? C'est donc une question qui reste en suspens aujourd'hui. Se pose aussi la question d'une éventuelle condition relative à l'âge. Selon le professeur Jean-Marc Ayoubi, gynécologue obstétricien à l'hôpital Foch de Suresnes, qui a réalisé donc la première greffe utérine en France en 2019, je cite, l'utérus en question peut venir d'une personne en état de mort cérébrale, mais peut aussi venir d'une donneuse vivante entre 40 et 65 ans, qui doit avoir eu au moins 2 grossesses et qui est apparentée à la patiente receveuse, soit familialement, soit amicalement. Dans le cas d'espèces, ici on se réfère aux dernières recherches expérimentales et à ces critères donnés par le professeur Ayoubi. Il semble donc compliqué d'admettre la possibilité de don, puisqu'en effet la mère de Lucie, elle a eu 2 grossesses, mais elle a 39 ans, ce qui est en dessous du seuil, et sa sœur a 21 ans, et quant à elle, elle n'a jamais été enceinte. Donc ceci ne respecterait donc pas les critères du professeur Ayoubi. Or, ces critères résultent d'une expérimentation, donc comme présenté précédemment par les étudiants en médecine, mais il est possible de se questionner sur leur pertinence, puisque sont-ils justifiés médicalement? Et si la réponse est négative, des considérations morales entrent en jeu. Les critères pourraient devenir subjectifs, puisqu'il appartiendrait au médecin de décider de réaliser ou non l'acte. Et la condition tenant à l'exigence des 2 grossesses semble restrictive, donc ce qui limiterait les possibles dons d'utérus. Une autre condition pourrait se poser, celle tenant au couple et au projet parental. Donc afin de déterminer les conditions que devrait remplir un couple pour bénéficier d'un don d'utérus dans le cas où ce serait possible, on pourrait s'inspirer de 2 alternatives que nous évoquerons plus tard, mais qui ont aussi déjà été évoquées auparavant, que sont l'assistance médicale à la procréation et l'adoption. Donc cependant, ici, il faut prendre en compte le fait qu'il s'agisse d'un don d'organe, au-delà d'être un moyen d'accéder à la parentalité. Plusieurs questions se posent. Faudrait-il être nécessairement en couple pour prétendre à un don d'utérus? Contrairement à l'assistance médicale à la procréation et l'adoption, qui peuvent concerner directement les 2 membres du couple, dans le cadre d'un don d'utérus, ici, celui-ci est impliqué par l'intervention médicale.
Rappelons que l'assistance médicale à la procréation, on admet le projet parental d'une femme seule, alors pourquoi ne pas admettre cette même solution pour le don d'utérus? Théoriquement, Lucie pourrait bénéficier d'un don d'utérus même si elle n'était pas en couple. Et même si la femme est seule, devrait-elle obligatoirement avoir un projet parental immédiat au futur pour bénéficier d'un don d'utérus? La seule nécessité médicale justifierait-elle cette intervention? Selon nous, on ne se préoccupe pas du consentement du père. Enfin, il y aurait sûrement une condition indirecte tenant à la donneuse. En premier lieu, il faudrait donc s'assurer qu'elle a conscience des conséquences que le don entraînera, donc une infertilité définitive et une renonciation au projet parental. Ainsi, que peut faire le professionnel de santé face à une jeune fille de 21 ans qui souhaite faire don de son utérus? Voyons dans un second cas le rôle du professionnel de santé et la clause de conscience dont il pourrait disposer. Un parallèle peut être fait avec la stérilisation définitive de la femme qui est autorisée en France depuis la loi du 4 juillet 2001. Cette loi autorise donc toute femme à accéder à l'opération, mais elle n'oblige pas, n'oblige pas les médecins à accepter de la pratiquer. C'est donc ici une clause de conscience spéciale, puisqu'en tout état de cause, la clause de conscience générale est prévue par le Code de déontologie médicale et elle peut être invoquée par tout médecin. Cette clause elle est rattachée à un principe à la constitutionnelle qui est la liberté de conscience qui figure à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle pourrait donc s'appliquer aux médecins face à un don d'utérus. Il pourrait y avoir une clause spéciale, comme pour le cas de la stérilisation contraceptive et de l'IVG. Il s'agit donc ici de mettre en balance le droit des femmes à disposer librement de leur corps et le droit à l'objection de conscience dans le cadre des soins médicaux. Je vous remercie, je passe la parole. Merci Lily pour tes développements et les questionnements soulevés. Voyons encore de manière brève la prise en charge par la sécurité sociale. En France, la sécurité sociale ne couvre pas actuellement les dépenses liées au don d'utérus. Ce dernier est financé pour le moment par des protocoles de recherche ou par des fondations telles que la Fondation Foch. Bien que la Haute Autorité de Santé considère que le don d'utérus à partir de donneurs vivants présente un intérêt pour la santé publique, ces avis ne sont pas contraignants. Si on se fonde sur le don d'organes entre personnes vivantes, qui est encadré par le Code de la santé publique et le Code civil, cela impliquerait la prise en charge des frais de transport, d'hébergement et de perte de rémunération pour le donneur par l'établissement de santé qui réalise l'acte, mais aussi pour la personne qui l'accompagne si besoin. Autrement dit, l'établissement qui réaliserait l'acte couvrirait des soins médicaux et non médicaux. Regardons la possibilité d'infertilité du concubin de Lucie et l'AMP. En effet, il faut envisager toutes les hypothèses. Et si le couple se rendait compte, après que Lucie ait finalement bénéficié du don d'utérus, que Benjamin était infertile. Dans ce cas, l'AMP pourrait pallier cette infertilité sous réserve de remplir certaines conditions. Le couple ou la femme seule devra alors justifier un projet parental. Les deux membres du couple ou la femme mariée doivent consentir préalablement à la fécondation in vitro. Et l'insémination artificielle, l'utilisation des gamètes ou des tissus germinaux recueillis, ainsi que le transfert d'embryons peuvent être réalisés jusqu'au 45e anniversaire de la femme non mariée ou au sein d'un couple qui a vocation à porter l'enfant, et jusqu'au 60e anniversaire du membre du couple qui n'a pas vocation à porter l'enfant. Dans le cas de Lucie et Benjamin, les conditions d'âge pour bénéficier d'une AMP sont remplies. Passons maintenant à la troisième partie sur les solutions alternatives. Les solutions alternatives au don d'utérus se présentent aujourd'hui. Le don croisé d'organes, l'adoption. Le don croisé d'organes, d'abord, les expérimentations du don d'utérus sont aujourd'hui effectuées dans un cadre familial. C'est pour cela que nous pouvons envisager le don croisé d'organes. Le don croisé est intéressant dans l'hypothèse de problèmes de compatibilité, d'une absence de donneuse dans la famille ou, comme dit par les étudiants précédemment, de refus de donner au sein de la famille du fait d'une mésentente familiale. On pourrait alors envisager un palliatif avec le don croisé. C'est une organisation particulière de greffe avec donneur vivant, autorisée par la loi bioéthique du
7 juillet 2011. Ce don est régi par 3 principes posés par la loi: l'information du donneur, l'anonymat entre les pairs et la simultanéité des interventions chirurgicales. Cette solution peut être envisagée lorsque le proche qui souhaite donner n'est pas compatible avec le patient. Jusqu'à aujourd'hui, le don croisé est pratiqué essentiellement pour des dons de reins. Cela n'a jamais été pratiqué lors d'un don d'utérus, mais on pourrait envisager, d'un point de vue juridique au moins, cette solution pour Lucie et Benjamin. En effet, cela permettrait de conserver l'anonymat du don et de pallier la situation où aucun membre de la famille ne serait compatible avec Lucie. Sur l'adoption, on a vu que selon l'article 343 du Code civil, l'adoption peut être demandée par 2 époux, 2 partenaires ou 2 concubins. Les adoptants doivent être en mesure d'apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins 1 an ou être âgés l'un et l'autre de plus de 26 ans. En l'espèce, Lucie et Benjamin sont en concubinage depuis 4 ans. On peut alors imaginer qu'ils pourront apporter la preuve d'une communauté de vie d'au moins 1 an. Ils pourront dès lors être candidats à l'adoption malgré leur jeune âge. S'ils ne rapportent pas la preuve de leur communauté de vie, il faudra qu'ils attendent d'avoir tous les deux 26 ans avant de pouvoir être candidats à l'adoption. En conclusion, le don d'utérus peut amener à une réflexion sur un autre phénomène, la gestation pour autrui, par laquelle une femme avec des mères porteuses accepte de porter l'enfant pour le compte d'un autre couple. La GPA consiste en l'implantation dans l'utérus de la mère porteuse d'un embryon issu d'une fécondation in vitro ou d'une insémination. La GPA est interdite en France au nom du principe d'ordre public d'indisponibilité du corps humain. Le principe d'indisponibilité du corps humain signifie que le corps ne peut être vendu, donné ou faire l'objet d'une convention à titre gratuit ou onéreux. En consacrant le don d'utérus, on peut penser à une réduction des recours à la GPA. Toutefois, la réalité fait que l'accès de ces dons serait plus complexe peut-être que de réaliser une GPA. De plus, le public concerné n'est pas obligatoirement le même. Les couples d'hommes et hommes seuls ne connaissent pas d'avancée avec le don d'utérus dans leur accès à la maternité. Merci à tous pour votre attention et puis nous pouvons remercier l'ensemble de notre promotion pour leur participation, les directeurs du master, particulièrement Madame Rogue pour l'encadrement. La réaction de la fibre et la greffe utérine, vous précisez qu'on fait séquence une fois avant. Et deuxièmement, sachez que c'est déjà suffisamment complexe pour le rein, en termes de logistique, de moyens de coordination, pour dire que dans le champ de la recherche, on n'y est pas. C'est pas lié à la rencontre au droit et à la réalité de l'organisation, c'est pas envisageable aujourd'hui dans ton. Encore une fois, c'est un peu la même remarque que tout à l'heure. Vous parlez, vous appliquez sur une vision sociétale des critères d'inclusion et d'exclusion d'un protocole de recherche qui, par définition, n'est pas fait pour s'appliquer à la société, il est fait pour s'appliquer à tout petit groupe de patients ou de personnes. Là, vous avez dit pourquoi il faut absolument être en compte dans la scientifique en prenant le protocole de Jean-Marc Laguerre à Fauché. Parce qu'en fait, son design d'étude a été écrit avant la loi bioéthique de 2021, et donc il s'est formé la loi de 2021, l'avant 2021 de l'ANI, mais c'est bon, uniquement pour ça. Et il est en cours, il n'est pas fini, et son protocole n'a pas changé, même si ça n'a pas changé. C'est deux choses. Non, mais il n'y a pas de texte parce que. Je prends le micro, mais c'est une interprétation. Nous, en médecine, on considère toujours que le champ de la recherche est juridiquement encadré uniquement par les textes de loi de la recherche. Dans le cas, ce n'est pas de la recherche. Le cas n'a pas été donné dans le cadre de la recherche. Le cas présenté dans le ne concerne pas de la recherche. Donc, ils ne sont pas sur la recherche parce que c'est pas. D'accord. Mais tu nous sautes comme ça, mais c'est très intéressant. Non, mais juste pour nous dire. En tant que juriste, ils font de la prospective. Ils envisagent que pour être le droit dans 15, 20, 30 ans. C'est aussi leur travail de réfléchir au-delà de. Tu as raison, mais en fait, au-delà de ça, tu as raison. C'est intéressant, je vais juste passer ce message à nos étudiants, parce que je pense qu'ils ne le savent pas, les étudiants en santé, que le cadre de la recherche, ce n'est pas du droit commun du soin. Que très souvent, on a des gens qui nous disent
j'ai le droit d'accéder à un programme de recherche. On leur dit non, vous n'avez pas le droit d'accéder à un programme de recherche, et le fait d'être récusé pour un programme de recherche répond au fait qu'il n'y a pas les critères d'inclusion qui les concernent. Voilà. Et que des fois, même pire que ça, on dit qu'un programme de recherche est financé pour inclure 30 personnes, et puis la 31e ou la 32e, elle serait incluable, elle serait dans les critères, mais on est financé que pour ça. Donc en fait, quelque part, il y a des gens qui disent qu'il y a une discrimination à l'inclusion à la recherche. Ils peuvent la ressentir comme telle, mais en tout cas, retenir que la recherche, c'est un cadre, voilà, connexe du soin, qui doit respecter les règles de bonne pratique médicale, mais qui n'est pas dans la logique du droit commun. Quelqu'un qui, par exemple, en cancérologie, je donne un exemple très simple, on peut avoir un droit de recherche en cancérologie sur le cancer du sein. Le critère d'inclusion, ce sera les femmes de 20 ans, allez, 35 ans, le cancer du sein, 45 ans, parce que c'est comme ça que c'est designé. Et vous pouvez avoir une patiente qui a 46 ans qui ne sera pas incluse. C'est ça qu'il faut que vous reteniez. Le deuxième volet très intéressant, effectivement, du cas clinique, c'est très marrant, le cas clinique, on l'a mis en prospectif, hein, tu as raison. C'est du prospectif. Donc, de ce point de vue-là, vous avez raison de poser la question. Mais nous, quand on a écrit le cas clinique, on était aussi entre les deux. Quoi. On ne savait plus très bien si on était dans le son de la recherche, pour être honnête, c'est une ambiguïté. Et après, ils ont pris les cas de la recherche pour voir si c'était envisageable dans la population générale, si la recherche conduit à une consécration dans la population générale. C'est la question que sur la question de la conception des embryons, avant, ça c'était la technique médicale, mais vous avez bien rappelé que les embryons sont conçus avant. Oui, tout à fait. C'est les embryons dans le protocole de recherche. Mais même médicalement, après la recherche, ils seront conçus, créés avant la transplantation utérine. Dans la recherche, il y a des critères ultimes de l'inclusion. En comment on va dire critères ultimes pour accepter la transplantation utérine. C'est parce que ça donne des chances raisonnables de grossesse. Et on ne va pas faire un acte quand même un peu abusif pour quelque chose qui ne permettra pas l'objectif qui est quand même l'enfant naître. Voilà. Et j'ai une chose à dire sur la pose de conscience. Vous avez parlé beaucoup, je suis surpris. C'est peut-être l'actualité qui le veut avec l'IVG, mais la cause de conscience dans l'IVG, par exemple, c'est cela, vous avez écrit, je ne sais pas si je vais c'est pour moi un subterfuge de langage que si on veut y utiliser pour l'acceptation de la loi, pour un rapport médical de révision ou conservateur. Mais globalement, avec une prise de conscience, je fais exactement la même chose. C'est-à-dire que si je ne veux pas faire un acte médical susceptible pour diverses raisons, je fais pas. Que ça soit écrit dans la loi ou pas, la cause de conscience. Oui, voilà, donc c'est de l'écrire dans le contexte de l'IVG, par exemple, aussi, dans ce contexte-là, ça pose question après bon. C'est juste que ça fait que l'IVG n'est pas dans le droit commun, mais c'est peut-être une sémantique qu'il faut modifier, mais alors le reste, ça ne change pas la pratique de l'accès à l'IVG. En France, c'est bien. Et donc la transplantation utérinaire. Sachant que la réflexion sur la difficulté que vous avez sur le cas clinique en disant que je traite dans le point de vue sociétal et général de la recherche, c'est exactement le même pour le projet de recherche. C'est-à-dire que j'ai aussi toujours entre la recherche et son courant, et on ne sait pas exactement où on se situe pour ce projet-là et ça en fait toute la difficulté. Pour donner un élément encore, c'est charmant de journée, hein. On pourrait dire que la partie ANV, conception des embryons, n'est pas de la recherche. Mais pourtant, on la réalise uniquement parce qu'après, on va faire un acte de recherche. Donc les deux conditions sont liées, quoi. Finalement, il y a même qui est dans le droit commun, qui est dans la recherche. Juste aussi. Non, la transplantation utérine est apparue dans le monde médical avec le pionnier Vincent Paracheux en Suède. C'était un coup de mer incroyable. Donc il y a beaucoup de discussions qui ont eu lieu avec l'agence de biomédecine, la NSM, etc. Et l'agence de biomédecine a choisi de dire aujourd'hui, nous ferons la transplantation utérine que dans le cadre de projets de recherche. C'est un choix en fait sociétal de le dire. Pourquoi ils ont dit ça? C'est parce que c'est le cadre juridique et réglementaire de la recherche qui est très particulier, parce qu'il induit une surveillance de l'activité. Il y a des data monitoring, etc. Avec, par exemple, des conseils de surveillance indépendants extérieurs. Donc, ils ont appuyé le bouton programme de recherche pour pouvoir bénéficier de tout l'environnement juridique de surveillance de l'activité. C'est uniquement pour ça. Fondamentalement, ils ont fait pour ça. Alors, on peut être comme ça, mais c'est quand même la réalité.
Et la difficulté, c'est que quand on renvoie après vers les équipes médicales en disant on va faire attention à la chose, on vous dit maintenant, vous n'êtes pas dans ce courant, donc vous ne pouvez pas rembourser, donc pour faire l'activité, il faut vous tourner vers des programmes de recherche financés. Et quand vous tournez vers les instances, ça s'appelle le programme hospitalier de recherche clinique, et faire des autres programmes de recherche, on peut me répondre, j'ai eu la réponse, ce n'est pas un programme de recherche, la preuve de concept a déjà été faite, c'est qu'il soit pour. Il y a Clément qui voulait. Non, juste sur la question de la clause de conscience aussi, pour être dans le parcours pratique pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais dire avec mes mots, bien sûr que c'est important que ce soit dans la loi, mais en fait c'est un principe général de la vie. Je suis assez d'accord, je ne vois pas pourquoi spécifiquement il y avait rajouté dans tel ou tel texte telle pratique que la clause de conscience, c'est un principe général. Ça, c'est bien de rappeler. Mais en pratique aussi, sachez que, je parle sous contrôle de Vincent, qu'un médecin qui se lance dans cette pratique-là, c'est pas son sujet, puisqu'il fait le choix de se lancer dans cette pratique-là, au niveau recherche humaine. Donc la clause de conscience, elle est mise quelque part de manière très symbolique, mais on dit souvent, un médecin qui contre l'interruption volontaire des grossesses ne va pas travailler dans un centre d'orthogénie, d'accord ? Et d'ailleurs, il ne serait pas recruté, puisque, on rappelle que la clause de conscience, elle doit être énoncée comme un principe général, et pas au cas par cas sur chaque patient, c'est un principe. Alors se poserait la question effectivement d'un médecin qui serait quelque part contraint à qui on a imposé de faire de la gratuité, mais objectivement c'est purement théorique. Vous voyez ce que je veux dire, parce que ça ne va pas s'exercer. Bon, c'est symbolique, c'est bien de le dire, mais ça va pas s'exercer. Par contre, je ne dirais pas la même chose pour un gynécologue de ville qui refuserait de donner une contraception du lendemain ou faire un acte de contraception dans un établissement privé par exemple. Mais voilà, c'est important de le dire. Après, je pense que la réticence médicale, aujourd'hui, c'est pas tant le sujet. Je pense que, pour en débattre, je pense que la réticence est sociétale. Je pense que d'un point de vue politique, c'est ce que le politique se lance dans ce type de pratique parce que personne n'a encore évoqué, parce que ça vient, parce que ça a un coût, parce que peut-être c'est de la médecine supra-technologique et qu'on ne veut pas s'en doter. Mais je pense qu'il n'y a pas à ce jour de réticence médicale. Je pense qu'au contraire, les médecins sont plutôt des gens qui ont la science chevillée au corps, des progrès chevillés au corps, et que c'est plutôt la société qui est réticente, qui serait. Donc, je n'ai pas dit qu'elle le serait, mais. C'est pas si clair que ça. Il y a des discours, j'en ai entendu différents variables, et qui disent voilà, c'est quand même une activité. Alors, on a cité tous les expliqués tout à l'heure, je vais faire l'avocat du diable, il y a quand même, on induit des risques chez les patients qui sont quand même en bonne santé au départ. Donc, on les rend malades en quelque sorte, c'est il y en a qui, il y a un certain nombre de médecins qui indiquent que peut-être qu'ils ne veulent pas légiférer sur la GPA. Pourquoi prendre des risques alors qu'on a une alternative potentiellement à un risque médical, physique, moindre. Le risque psychologique et éthique est différent, mais voilà, donc c'est des choses qui apparaissent là. Après, c'est des débats qui étaient très anciens, en 2016-2017, on était au début de l'expérience, on a eu des excellents résultats, notamment par l'équipe pionnière de l'école, où on a des grossesses qui sont impressionnantes. Encore une fois, ce sont des populations extrêmement sélectionnées, donc l'exportabilité était quand même à revoir après. Mais voilà, ça évolue dans le temps. Voilà, passer après la surprise, voilà, il y a des choses comme ça qui se positionnent, mais du coup, voilà, encore une fois, la médecine est un acte de société. Bien, merci aux juristes pour le regard politique.